connectés sur Facebook. La tribune de Radio Congo Live en Chicago sur les violences conjugales et ses conséquences aussi bien dans la diaspora qu'au Congo-Brazzaville. Alors, nous avons sur ce plateau des invités, donc des habitués de notre antenne, puisque vous pourrez les reconnaître ici. Nous avons sur ma gauche, donc à gauche de l'écran, Madame Alphonsine Mikwiza, qui est une représentante des droits de l'homme. Vous avez sur ma gauche, à droite de l'écran, le doyen Tiba, donc Georges Tiba, qui est commentateur ici à Congo Live 11 et qui est psychologue. Sur la droite de l'écran, vous avez M. Albert Lombo, qui est membre de la communauté congolaise du Texas. Sur ma gauche, donc la gauche de l'écran, bien sûr, M. Dimitri Poa de Tennessee, ici aux USA. Avec tous ses amis, nous allons faire le tour des questions qui portent sur les violences conjugales comme telles et ses conséquences dans les limites de la diaspora congolaise et au niveau de, donc, du Congo-Brazzaville. Alors, tout d'abord, je voudrais refaire un tour de table de présentation pour mieux connaître nos invités et les situer par rapport à cette problématique. Alors, Alphonsine, tu as la primeur en tant que dame, voilà. Et j'aurais même souhaité avoir un peu plus de dames sur le plateau, mais voilà. Alphonsine. Ben, merci bien. Bon, ben, comme vous le savez déjà, je suis Alphonsine Mikwiza, professeure d'économie, gestion et droit, et j'enseigne dans une académie, voilà, je suis dans une académie enfin, de l'Île-de-France. Donc, on est là. Je suis présidente, vice-présidente d'une association ACRD Congo-Brazzaville. Donc, c'est une association que nous avons créée pour donner cadre légal à notre combat contre l'oppression, la tyrannie, la dictature au Congo-Brazzaville. Donc, aujourd'hui, le thème qu'on aborde est très important et d'actualité, hein, parce que c'est récurrent dans nos sociétés. Donc, voilà, on est là pour en parler, échanger, dénoncer également et voilà. Voir comment ça se passe au Congo-Brazzaville. Voilà. Alors, Dimitri Poa de Tennessee. Merci Jean Louis de m'avoir invité dans ce forum et je dis bonjour également aux autres invités qui sont dans la salle actuellement avec moi. Je suis Dimitri Poa du Tennessee. Je fais partie de la communauté congolaise des États-Unis. Ce sujet est un sujet global, spirituel et éducatif. Donc, je pense que ce débat aujourd'hui nous permettra d'apporter une énergie positive au sein de la communauté, expliquer le transfert de cultures que nous avons entre notre culture bantoue et la culture occidentale que nous avons adoptée. Cette variance de culture nous cause certains problèmes d'adaptation également dans ces pays étrangers. Et j'espère que le débat nous aidera sur le plan culturel, à amener le côté positif afin que la communauté bénéficie des conseils pour qu'on évite les impacts sociaux que nous vivons aujourd'hui. Merci. Alors, Albert Lombo. Oui, merci. Bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont avec nous et bonjour à tous ceux qui nous écoutent de par le monde. Je suis Albert Lombo, basé au Texas, notamment à Houston. Je suis aussi un membre de la communauté congolaise de Brazzaville aux États-Unis. Bon, le sujet évoqué aussi est d'ordre public, il est d'ordre civil, surtout que c'est ce que nous appelons les violences conjugales, pardon. Et je pense bien que ça intéresse tout le monde, surtout que nous sommes des membres de famille, nous avons des grandes familles, nous avons amené de grandes familles ici en Occident. Et il y a aussi nos cultures, nos traditions, il y a l'adaptabilité ici dans ce pays qui nous a accueillis.
Donc, ça me permettra d'écouter les uns et les autres et de regarder un peu traditionnellement et modernement comment nous appelons exactement les violences conjugales, surtout que nous avons une juriste qui est aussi une femme dans la salle. Donc, sa présence est vraiment très, très bienvenue et que nous aurons vraiment à boire et à manger. Merci. Alors, je vous informe donc l'arrivée sur ce plateau du professeur Roland Matsuaka. Je vous prie de retourner votre téléphone parce que l'image est à l'envers, là, professeur. Voilà, ça ne va pas toujours, là. Il faut pratiquement le retourner à 45 degrés, hein, c'est ça? Voilà, voilà. Alors, donc, professeur Tiba. Oui, comment dire? Je voudrais quand même souligner l'universalité du propos, parce que si on ne ramène pas ça simplement au niveau du pays, oh, doyen Tiba, vous avez toujours des problèmes de micro. Je suppose interculturel. Est-ce que vous pouvez essayer de reprendre là parce que vous avez toujours des coupures? Oui, parce que voilà, j'ai l'impression que j'ai des micro-coupures plus que d'habitude. Voilà, je disais qu'il fallait souligner le côté universel du propos. Oui. Hein, parce qu'il s'agit d'un sujet qui concerne donc Alphonsine Mikuisa ne me démentira pas, c'est la question des droits de l'homme. Hein, oui, que sur quelque angle qu'on le prenne, on est là sur la question des droits de l'homme. Tout à fait. Donc c'est vraiment une question globale, mais qui traverse toutes les cultures. Exact. Hein, voilà. J'ai voulu restreindre le champ pour que nous ayons des témoignages faciles à cerner. Je comprends que la question, elle est large et s'inscrit dans les limites justement planétaires, j'allais dire. Alors nous avons là M. Martial Boulingui qui nous rejoint, qui est journaliste là-bas à Congo Live 11 Iowa ici aux USA. Mais d'abord le docteur Matsuaka. Un mot de présentation, docteur Matsuaka. Oui, je suis Roland Matsuaka et toutes mes excuses de me présenter avec un petit retard. Oui, je suis content de discuter de la question qui est à l'ordre du jour sur les violences conjugales et j'espère que je pourrai apporter ma contribution, mon expérience avec d'autres personnes aussi pour pouvoir aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Merci. Alors, Martial Boulingui, rapidement, nous allons donc commencer. Vous venez d'arriver. Est-ce que vous avez votre micro ouvert? Martial Boulingui. Oui, bonjour, Martial Boulingui, Jim Lewis, Congo Live. Je suis là donc pour apporter ma petite contribution à l'édifice, notamment pour discuter de la question, comme nous l'avions fait dernièrement sur les violences conjugales. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Espérons que nous serons à la hauteur de notre tribune aujourd'hui. Voilà, donc nous allons prendre l'option de la suggestion du doyen John Tiba, qui croit qu'il faut un peu plus ouvrir la chose de façon universelle. Il n'y a pas de problème. Nous avions déjà débattu de ce sujet ici il y a quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Et aujourd'hui, nous revenons sur les formes de violence. D'abord, avec vous, je regrette bien que nous n'ayons qu'une seule dame sur le plateau. Je crains bien que ce soit une tribune faite d'hommes pour justement continuer à servir les dames, j'espère bien. Voilà, donc, elle aura beaucoup plus la parole que vous, je le souhaite. Et nous aurons quelques réactions du public, notamment des questions sur Facebook. Nous souhaitons l'émission dans les limites de 60 minutes et respecter le temps de parole et éviter justement de la retenir comme l'autre jour et ça m'a beaucoup frustré. Alors, avec vous, doyen Tiba, est-ce que nous pouvons revenir sur ce que nous avons déjà abordé, notamment toutes les catégories, donc les formes de violence comme telles? Allô? Est-ce qu'on peut reprendre parce que j'ai une coupure? Est-ce que nous parlons tout d'abord donc d'entrée de jeu des différentes formes de
de violence conjugale? Alors, vue d'avion, les différentes formes de violence conjugale, on a les violences, on va dire, physiques, hein, psychologiques, violences verbales, que sais-je encore, hein. Et donc, il y a des violences, quand on parle de violences psychologiques, par exemple, le chantage, les menaces. Voilà, allô? Décidément, ça va être dur. Alors, Alphonsine, est-ce que tu es une dame? Allô, doyen Tiba? Voilà, Georges Tiba. Alors, Alphonsine, est-ce que nous pouvons maintenant aller dans les détails, notamment… Je crois qu'à un moment donné… Allô? Tu as des problèmes de micro. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'utiliser un téléphone pour te… je ne sais pas. Est-ce que te reconnecter sur un téléphone? Je vais essayer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de micro-coupures, hein, donc c'est difficile d'avoir… Là, tu es sur l'ordinateur, je crois. Hein? Oui. Bon, sur le téléphone, ça devait être plus facile à faire, je crois. Alors Alphonsine Mikwiza, donc, des droits de l'homme, est-ce que nous pouvons avoir, peut-être pas un témoignage, mais est-ce que vous pouvez nous rapporter ce que vous avez pu observer en France depuis que vous y êtes? Vous êtes une mère, vous êtes une sœur, une tante, et vous avez dû observer certains foyers sans les citer. Est-ce que nous pouvons avoir un témoignage de votre part sur les violences physiques d'abord? Parce que nous savons que les dames, la tendance générale, c'est que ce sont les femmes qui sont victimes de ces violences conjugales. On parle également de ces violences des hommes. Les hommes subissent également ces violences vis-à-vis des dames, mais la tendance générale, c'est le bourreau a toujours été l'homme, donc contre la dame. Alors, est-ce que vous pouvez nous rapporter l'expérience de la France, par exemple? Alors, oui, merci pour la parole, John Lewis. Par rapport à ce que vient de dire le docteur Ntiba, qu'il y a plusieurs formes de violence, justement, il y a plusieurs formes de violence physique, morale, psychologique. Alors, généralement, le constat, c'est que ça ne commence pas tout de suite par la violence physique. Hein. C'est tout un processus. Hein. Quand on parle de violence conjugale, c'est tout un processus. Il y a un début où c'est d'abord des mots. On commence par dénigrer la personne, par en fait détruire ce côté narcissique de la personne, ce que la personne croyait être. Donc, ça commence souvent par des mots, de la méchanceté de tous les jours, des insultes, où on vous rabaisse, où on vous traite de moins que rien. Et au fur et à mesure, ça augmente crescendo, comme on dit. Hein. Donc, ça ne commence pas toujours par des coups. Ça commence toujours, il y a toujours un début avec la parole et on finit par prendre de l'ascendance, de l'assurance, et surtout les hommes vis-à-vis des femmes. Et ça arrive beaucoup. Et les coups, alors, les coups, à quel moment interviennent ces coups-là? C'est quoi la réaction des femmes? Alors, souvent, quand c'est comme ça, tout est motif au dénigrement. Tout est motif au dénigrement où c'est, voilà, c'est souvent, bon, la femme, elle ne m'écoute pas, ma femme ne m'écoute pas quand je parle, ou il y en a aussi, la violence est liée parfois aux substances aussi, illicites ou illicites, comprend. Hein. Donc, il y a plusieurs raisons, en fait, plusieurs motifs, hein, plusieurs qui poussent à la violence. Hein. Donc, ça commence toujours par des petits mots, par des gifles, et après, ça devient des coups. Donc, c'est jamais tout d'un coup, on passe au coup. Donc, les raisons sont multiples hein, dans le couple, où c'est la jalousie, où c'est lié à un problème d'alcool, de drogue. Voilà, il y a plusieurs raisons qui poussent à cet état de fait. Et bon. Alors, Albert Lombo, l'élément instigateur toujours dans ces violences que nous observons auprès des hommes, ça a toujours été
cette fameuse substance, l'alcool, les couples que vous avez pu observer au Texas? Bon, mais c'est pas, quand je voulais parler un peu d'une certaine cause traditionnelle, le docteur Tiba nous a dit non, c'est un problème universel, c'est-à-dire que c'est pas la peine qu'on parle un peu des raisons un peu sectaires peut-être dues à nos traditions. Mais en effet, je sais que les raisons sont déjà très évoquées. C'est le mépris, ou c'est la femme qui méprise, ou c'est l'homme qui méprise, ou c'est ceci quand l'homme n'est pas effectivement dans ses missions régalières, dans le ménage, quand il n'y a pas du respect, c'est là où ça peut arriver à la violence. Bon, il y a aussi effectivement l'abus d'alcool, l'abus des stupéfiants qui peuvent pousser à ce que, bon, on arrive maintenant à des violences corporelles. Et c'est tout ça. Effectivement, mais nous devons, je crois, au cours de cette tribune, essayer un peu de regarder effectivement comment faut-il éviter un certain nombre des causes, un certain nombre de comportements qui proviendraient effectivement auprès de certaines personnes, des hommes, ou bien auprès des femmes. Parce que si nous ne sommes pas clairs là-dessus, on risque juste de scamoter le problème et peut-être, je ne sais pas le fil conducteur de votre émission. Nous abordons la question de comment éviter ces dérives, mais d'abord, nous sommes sur les violences comme telles, comment elles se manifestent et quels sont les facteurs justement qui peuvent conduire à cela. Je te donne la parole dans quelques instants, Martial, mais Roland Matsuaka, sur la même question. Quels sont justement les facteurs qui conduisent à ces violences physiques comme telles? Nous avons des bourreaux justement qui sont de véritables petits dictateurs dans les foyers et qui ont toujours cette tendance à la violence et sont peu enclins justement à négocier, à discuter. Il faut parler de la violence physique. Moi, je pense que c'est un mélange de manque de leadership pour nous les hommes, mais aussi le manque de dialogue. Manque de dialogue dans ce sens que, qu'on le veuille ou pas, dans nos sociétés, si on prend, comme le disait le doyen, dans nos traditions, dans nos sociétés africaines, l'homme est le chef du foyer. Et c'est presque dans toutes les sociétés, mais bon, disons qu'à l'occidental, il y a un peu de fluidité là-dessus. L'homme est le chef du foyer et c'est lui qui imprime le rythme, c'est lui qui dirige les choses dans la maison. Donc, s'il y a le manque de leadership à son niveau, ça veut dire que peut-être qu'il n'assume pas ses fonctions. Je veux dire par là, il peut avoir des problèmes d'infidélité auxquels, si une femme censée est confrontée à cela, elle peut être emmenée à vouloir confronter son conjoint. Et celui-ci, au lieu de reconnaître qu'il a un problème, maintenant passe par la violence pour pouvoir camoufler, masquer son insuffisance et son manque de leadership. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est un problème purement de dialogue. Et ça, je pense que c'est ce qui affecte beaucoup de foyers parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui peut-être ne sont pas dans ces questions d'infidélité ou l'alcool ou bien les stupéfiants, comme on vient de le dire. Mais c'est simplement un problème de communication. Parce que dans beaucoup de sociétés, et surtout nous qui sommes en Occident, il y a beaucoup de pression. Les pressions liées au boulot, les pressions liées à la garde des enfants, à l'éducation des enfants, et les pressions liées dans tous les sens. Malheureusement, nous n'avons pas les structures de soutien. Ce que je veux dire, que pour ceux qui sont au pays, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont habitués avec nous, eux, ils peuvent aller demander à un homme, tu peux demander conseil à un vieux, tu peux demander à un grand du quartier. Si tu as des difficultés, tu peux aller demander conseil auprès des aînés. Mais nous n'avons pas trouvé ces structures ici parce que souvent, c'est toi et ton épouse. Et quand tu n'as pas la solution, tu dois te débrouiller à trouver la solution. Et parfois, ta solution la plus immédiate, évidemment, tu ne l'as pas et tu passes par des raccourcis. Donc, moi, je pense que c'est un problème de communication. Et de l'autre part aussi, la culture veut que parfois, on ne prête pas attention à ce que nos épouses nous disent. Et si on a une femme qui travaille, et nous-mêmes, nous travaillons,
il y aura déjà des contraintes. Et si vous ne vous accordez pas sur ce qu'il faut faire, le fonctionnement de la maison et la garde des enfants, il y aura des frictions. Et si vous n'instituez pas le dialogue, évidemment, ça va arriver à un point où le manque de dialogue peut entraîner ces violences physiques. Alors, Martial Boningui, à Iowa, vous êtes ici aux USA, quel est pour vous le facteur dominant qui justement pousse les hommes à cette violence? Est-ce que vous avez là-dedans des problèmes de jalousie, d'abord de tempérament comme tel de certains individus qui sont très violents par nature? Alors, est-ce que vous pouvez nous rapporter l'expérience que vous avez de cette région-là, notamment de cet État d'Iowa, notamment l'espace dans lequel vous vivez? Bon, d'abord, je répondrai en ce qui concerne les origines ou encore les causes qui peuvent créer un problème de violence conjugale dans les foyers. À mon humble avis, je pense que cette notion, comme l'a dit le professeur, le doyen tout à l'heure, est une notion qui est universelle. Donc, elle obéit, les réalités obéissent non seulement au temps et à l'espace. Quand j'entends par temps et espace, je me dis que les causes de la violence conjugale, par exemple, ici aux États-Unis, ne peuvent pas être les mêmes, par exemple, à ceux qui vivent la même réalité de violence conjugale en Afrique. En ce qui nous concerne ici, nous avions un problème environnemental qui peut influer et faire que certains hommes deviennent des véritables bourreaux. Déjà, pour certains, le fait d'avoir amené leur épouse ici en Occident pensent qu'ils ont le droit sur ces épouses et qu'ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent les gérer, les diriger et avoir en fin de compte même base sur tout ce que la femme peut avoir ou peut produire comme argent, par exemple. Que le fait de l'avoir amené ici, d'être le chef de famille, fait de lui l'homme qui peut prendre toutes les grandes décisions. Et à cela aussi, on peut ajouter, comme disaient les autres tout à l'heure, les réalités du terroir. J'entends par là le stress que nous avions dû au boulot et à tous les problèmes auxquels on peut être confronté. Et à cela peut aussi s'ajouter les problèmes qui peuvent être liés à la prise, par exemple, des drogues, à la prise, par exemple, des boissons fortes. Donc, tout cela peut être des éléments qui contribuent à l'explosion de cette pathologie, parce que moi, je pense que c'est une réelle maladie aujourd'hui qui gangrène la société, non seulement hellénique ou occidentale, mais aussi la société africaine, vu certaines réalités comme la tradition ou certaines coutumes, ou soumis à ce genre de situations. Donc, c'est une véritable maladie aujourd'hui que les gens doivent prendre à bras le corps pour essayer d'en découvrir les origines réelles et par la suite découvrir quelles peuvent être les solutions qu'on peut appliquer à cela pour permettre à ce que cette pathologie qui gangrène notre société puisse réellement aller disparaître ou encore diminuer. Alors, Dimitri Powa, chez toi en Tennessee, qu'est-ce qui rend cet équilibre des couples-là, quoi? Les problèmes d'infidélité, de drogue ou essayez de nous rapporter concrètement ce que vous observez là-bas en Tennessee. Bon, ce n'est pas une observation de Tennessee seulement, parce que Tennessee, nous ne sommes pas nombreux ici. Tennessee, dans le sens des cultures, oui. C'est un phénomène qui est rencontré dans toutes les cultures, comme on vient de le dire. Mais si nous nous basons sur notre culture personnelle, même si on ne veut pas le parler, nous devons toucher le sujet parce que nous voulons aider notre communauté. Pour aider notre communauté, nous devons repartir vers nos valeurs. Nos valeurs, il y a plusieurs facteurs qui causent, parce que pour moi, le premier problème est le choix. Lorsque dans un mariage, le choix n'est pas fait correctement, les époux ne se sont pas connus correctement, ne connaissent pas réellement qu'est-ce que les autres veulent, ça va entraîner ce genre de problème. Chez nous, traditionnellement, c'est les parents qui choisissent les épouses aux enfants. Traditionnellement, dans la jeunesse et tout, il y a des arrangements familiales et parfois, les enfants ne sont pas pauvres parce que nous partons à l'école. À l'école, nous avons connu des amis, nous avons connu nos copines que nous grandissons ensemble dans le même système scolaire. Nous nous connaissons plus que cette dominance familiale, ethnique, que non, tu ne peux pas épouser
telle ethnie, tu ne peux pas épouser telle famille. Ce dérangement culturel cause la violence dans les foyers parce que les deux sont forcés à vivre ensemble. Et en plus, il y a ce facteur économique. Je sors d'une famille très pauvre. Il me faut me marier à une famille riche, à l'enfant d'un ministre, à l'enfant d'un directeur, pour arranger les conditions de vie de ma famille. Rentrant dans ce genre de situation, tu es sous la dominance, sous l'esclavagisme de ton mari ou de ton époux, parce que c'est lui qui amène plus de revenus à la maison. Tu es dominé par cela. Et notre transition de l'Afrique en Europe, il y a un choc culturel. Nous parlons des droits de l'homme qui ne sont pas exécutés, respectés dans nos pays d'origine. Et lorsque nos mamans, nos femmes arrivent à l'étranger, ce choc culturel transforme le foyer. Si vous n'avez pas une patience pour comprendre cette transition, ça cause ce boom-là. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans la communauté congolaise aujourd'hui. Ce déplacement culturel est en train de causer tous ces phénomènes. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que communauté? Parce que ça, ce n'est pas l'éducation ici. Il y a 3 formes d'éducation. L'éducation... Nous allons, Dimitri, aborder ce problème. Merci. Notamment les solutions. Je ne sais pas si le doyen Tiba peut déjà intervenir sans problème. Bon, conseil technique, est-ce que vous pouvez totalement vous disconnecter de votre Messenger? Parce que je crois qu'il y a un conflit de ligne entre le Messenger et le Zoom, je crois. Donc, il faut totalement sortir de là et puis je crois que votre ligne sera un peu plus fiable. Alphonsine, j'allais dire Mikuiza, donc la seule dame sur le plateau, est-ce que doit-on revenir pour éviter ces dérives, notamment ces conflits, cette violence, revenir au fameux mariage arrangé, Alphonsine, en France là-bas? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Alors, on est là pour faire, on est en train de faire le diagnostic, en fait, on essaie de voir les causes. Mais moi, je parle en termes de loi, de droit. On a beau avancer tous les arguments qu'il faut, mais il faut savoir que la violence est condamnable. Hein. Donc, la violence est condamnée par la loi. Donc, ça, il faut le dire. Et puis, quand on parle de tradition, on dit, voilà, chez nous, il y a cette tradition. Mais moi, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'on entend par tradition? La tradition par rapport à quoi au Congo? Je ne vois pas quelle est cette tradition qui dit qu'il faut violenter sa femme. Moi, dans ma famille, j'ai grandi au Congo-Brazzaville. Autour de moi, je n'ai pas vu de violence faite aux femmes. Donc, je me pose toujours la question, quand les gens avancent les motifs comme raison, c'est la tradition. Quelle tradition qui dit qu'il faut taper sa femme? Je ne vois pas quelle est cette tradition qui prévoit ça. Non, la tradition dit qu'il faut faire un bon choix, peut-être. Oui, mais un bon choix. Vous pensez que dès le départ, on peut faire un bon choix, mais ça peut arriver qu'il y ait des conflits dans le couple. Mais ça ne signifie pas qu'il faut se mettre à violenter l'autre. Et on dit, le couple, il ne doit pas y avoir de domination dans le couple. On est en couple, on dit souvent que c'est sa moitié. Donc, on est censé travailler ensemble, main dans la main, pour construire son foyer, construire sa famille, élever les enfants. Donc, déjà, rien que ça. Donc, la femme, c'est une partenaire à part entière. Il n'y a pas à dire que voilà, c'est dans le rapport de domination. Normalement, il ne doit pas y avoir de domination. C'est cela aussi. Donc, c'est question d'éducation sûrement, parce que il faut aussi le dire qu'au Congo-Brazzaville, vous voyez la génération de nos parents, c'était pas courant de voir les bagarres dans les rues des parents, c'était pas courant. J'ai grandi au Congo, hein. J'ai grandi même, j'ai vécu à Nkayi. Donc, c'était pas courant de voir ça, les parents qui se battent dans la rue, c'était rare. Mais aujourd'hui, les jeunes, justement la nouvelle génération, moi je pense qu'il y a aussi ce côté l'éducation qui a manqué. Et ça, il faut le dire également que l'éducation a manqué. On a ce manque d'éducation, que ce soit des garçons et des filles au Congo-Brazzaville.
Bon, quand à généraliser, quand on parle sur le plan international, partout, justement, partout ailleurs, quand il y a la violence, généralement, où c'est l'homme, quand c'est l'homme qui violente, généralement, l'homme lui-même, c'est quelqu'un d'instable, qui a des problèmes, qui a des carences. Parfois, c'est des carences psychologiques, c'est des problèmes physiques, c'est des problèmes, ce que j'ai dit tout à l'heure, de drogue, d'alcool. Donc, il y a toujours ça. Ici, en France, on parle aussi des problèmes d'infidélité, Alphonsine. Oui, il y a aussi l'infidélité. Mais l'infidélité, quand il y a l'infidélité, mais qui est infidèle? Donc, quand il y a l'infidélité, est-ce qu'il faut aller aux violences? Est-ce qu'il faut aller à la violence? Est-ce qu'il faut aller donner des coups à l'autre? Ou parler, en parler, si vous êtes d'accord, vous restez ensemble, vous n'êtes pas d'accord, vous vous séparez. Donc, et les conséquences qu'il y a autour, surtout quand il y a des enfants. Parce que justement, quand on violente sa femme, les enfants vont reproduire la violence. Il y a ça aussi. Donc, c'est selon le vécu de certains. En Occident, généralement, c'est le vécu des enfants. Donc, les enfants, ils ont connu la violence dans leur famille et ils reprennent, ils refont les mêmes choses dans leur couple, si ce n'est pas lié aux drogues, à la drogue ou à l'alcool. Voilà. Donc, il y a ça aussi, mais moi, je ne vois pas au Congo-Brazzaville quelle est cette tradition qui dit qu'il faut frapper sa femme. Alors, doyen Tiba, est-ce que... Non. Est-ce que moi... Je demande la parole. J'ai une réaction. Est-ce qu'on peut donner la parole au doyen Tiba qui... Non, mais ce qu'il demande, il y a une question. S'il vous plaît. Doyen Tiba, c'est à vous. Oui, merci. Mais je crois que notre sœur a tout dit. Hein. Elle a d'abord dit au départ que c'était un problème narcissique. Mais ça, on peut le développer effectivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le rapport de pouvoir qui s'insinue dans le couple fait que chacun est face à ses propres faiblesses. Et à partir de ces faiblesses-là, justement, les réactions, elles ne sont pas les mêmes. Soit une sorte de repli généralement du côté de la femme. Oh, man. Alors là, alors, doyen, bon, alors on refait un tour de table rapidement. Martial Boulingui. Je voulais juste intervenir, je voulais juste rebondir un petit moment. Je suis féministe, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Et je ne veux pas venir ici pour faire l'apologie de la culture ou de la tradition. Je veux juste, parce que tout à l'heure, lorsque Dimitri Powa était en train d'intervenir, il a dit quelque chose de très important, que je pense à mon humble avis être important. Il a parlé de boom, de choc de culture. Lorsque nous arrivions, nous avions tous été élevés dans un environnement où on nous a inculqué un certain nombre de valeurs. Mais nous arrivons ici en Occident où les choses sont entièrement différentes. Moi, j'ai été élevé dans le respect de la tradition pour nous. Je suis pour nous. Et dans ma tradition, on nous a démontré, bien que je respecte la femme, que l'homme était le chef de famille. Et il n'était pas rare, même au Mbongi, à l'époque, lorsque les femmes allaient pêcher et ramenaient le poisson à la maison, il y avait des parties qui étaient réservées à l'homme. La tête, par exemple, c'était un sacrilège. Dans ma tradition, moi, à l'époque, que la femme puisse se permettre de manger la tête du ngoto ou encore du silure, comme on l'appelle. Alors, lorsque vous arrivez dans ces sociétés-là, l'homme a un petit mythe. Il y a comme un mythe qu'on a créé où l'homme est un peu comme semblable à un dieu. Je ne dis pas qu'il est Dieu, mais il a comme cette force-là où il agit et c'est lui qui prend les décisions. Bon, nous arrivons dans nos sociétés modernes où la femme est votre aide, votre semblable. On respecte cela. Mais pour ceux-là qui ont grandi dans cette tradition, parce que cette tradition existe chez nous, en Afrique. Et quand ils arrivent en Occident, là où les femmes, cette femme-là, imaginons qui était aussi dans cette réalité-là traditionnelle où l'homme avait comme un peu d'ascendant sur lui, puisque la femme était, rétractée sur elle-même, ne pouvant pas trop s'exprimer par rapport à cette réalité. Elle arrive aux États-Unis, par exemple, dans ce pays-là où s'est levée la liberté, où certaines personnes confondent la liberté ou libertinage. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que cet homme-là, cette femme-là sera la première qui appellera peut-être la police sur son homme lorsque l'homme dira « ça, c'est pas possible, ça, c'est possible, ça, c'est comme possible ». Et ça va créer un choc, un conflit dans la famille. On peut arriver, si on ne se contrôle pas, à des violences au sein de cette famille-là. Alors, c'est là où on parle de choc entre les cultures, choc entre l'éducation que nous avions reçue. Il ne faut pas aussi s'éloigner de cette réalité parce que nous avions tous évolué, grandi au Congo-Brazzaville où il y avait ces réalités-là qui étaient
là, tous les jours avec nous. Alors, professeur Matsuaka, alors donc, il y a là deux problèmes. Celui de l'intégration progressive de ceux qui quittent, par exemple, l'Afrique pour l'Occident, et le respect des droits universels dont parle Alphonsine Mikuiza. Comment concilier tout cela? Doyen Tiba, je comprends que vous voulez bien intervenir, mais vous avez chaque fois des problèmes. Est-ce que… Oui, non, mais je vous écoute, je vous écoute. Bon, essayez, allez-y. Non, mais je voulais juste dire que n'oublions pas qu'on est des hybrides culturels. Ce n'est pas parce qu'on a des cultures d'origine qu'on en est prisonnier. Il y a une évolution entre deux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, professeur Matsuaka, peut-être en enfonçant le clou. Oui, non, je concilier les deux, le caractère universel des droits humains, justement, et la capacité à l'humain, à l'homme, de s'intégrer justement dans la nouvelle culture. Oui, en fait, je ne sais pas. Peut-être que nous parlons un autre langage et nous pensons avoir aussi des visions différentes. Quand en France, on parle de s'intégrer aux États-Unis, on ne parle jamais de s'intégrer. Personne ne te parlera de s'intégrer aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est un melting pot. Et en France, on veut que tout le monde se confonde et soit ressemble aux Gaulois. Ça, c'est notre débat. Mais pour ce que nous parlons ici, je pense que la sœur peut-être a un peu avancé dans le débat parce que nous étions en train de faire le diagnostic des causes. Et nous n'avons pas dit que la tradition fait l'apologie de la violence ou la tradition encourage la violence. Non. Nous avons simplement dit que qu'est-ce qui fait le clash pour que demain qu'il y ait violence. Et donc, mon frère Dimitri était de faire l'illustration des choses qui peuvent contribuer au clash. Maintenant, est-ce que c'est un problème d'éducation? Pas seulement, parce qu'il y a des gens qui sont bien éduqués, qui après se retrouvent et qui se retournent et qui deviennent des gens violents. Mais nous voulons être clairs ici. Personne n'encourage la violence, personne ne fait l'apologie de la violence. Et nous pensons même, nous tous qui sommes ici, que la violence ne résout rien. Sinon que tu vas finir en prison. En tout cas, pour ceux qui sont aux États-Unis, on connaît à quoi conduit ces choses. Donc, la violence ne fait rien. Mais nous pouvons au moins être d'accord que la violence existe et nous pouvons en diagnostiquer les causes. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un problème d'intégration? Ça, c'est vrai. Parce que je revenais à ce que je disais au départ. Même quand on a parlé de la tradition, de la culture, dans nos traditions, dans nos cultures, l'homme ou la femme n'était pas seul. Il était entouré. Donc, n'oublions pas que, quel que soit le degré d'amour et de considération, de confiance qui nous ont menés à épouser une tierce personne, avec l'exercice du mariage, il y a toujours des moments de doute, des moments d'incertitude, il y a des frottements, des frictions. Nous, dans nos sociétés traditionnelles, quand il y avait des frictions, des problèmes dans le foyer, on savait auprès de qui se retourner pour trouver des solutions. Dans nos sociétés occidentales, tu n'as presque personne à qui parler. Et si tu as un pote, il est à des milliers de kilomètres. Et c'est très difficile de gérer ce genre de problème. Et évidemment, il y a ce problème d'intégration. Et donc, quelque part aussi, nous, en tant que communauté, on ne fait pas du bien à nos frères et sœurs pour pouvoir les aider même dans le fonctionnement de leur foyer si nous n'avons pas cet encadrement qu'il faut. Parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas aussi blindés moralement pour pouvoir faire face à certains problèmes dans le foyer et ils disjonctent. Alors, Albert Longo, peut dire qu'on doit encourager à faire l'apologie de la violence. Albert Longo, qu'il s'agisse de la, merci professeur Matsuaka, qu'il s'agisse de la France ou des USA, vous ne voyez pas par exemple qu'on nous demande simplement de nous accrocher à ce qui est reconnu ici comme étant des valeurs. Oui, mais c'est que aussi la famille. Bien sûr, bien. Elle est arrivée, on lui demande de faire le 50. C'est exactement la même valeur dans la société congolaise. Donnez-nous un exemple de valeur qui se passe dans la société congolaise qui n'est pas acceptée ici. Bon, allô, je crois que vous m'avez donné la parole. Oui. Bon, merci. Allez-y. Je ne fais pas l'apologie, effectivement, comme disait le professeur Matsuaka, le docteur Matsuaka, pardon. Effectivement, nous ne faisons pas l'apologie de la tradition. Mais, pour revenir à ce qu'a dit monsieur Dimitri, docteur Dimitri, s'il vous plaît, c'est qu'il y a un choc des cultures. Mais nous n'avons pas parlé de la polygamie. Il y a des éléments ici. Il y a des gens ici qui sortent de la polygamie. La polygamie était un facteur aussi des
des violences conjugales. Parce qu'il était difficile pour un homme d'être vraiment correct entre deux femmes. Et nous avons des gens qui ont grandi, par exemple, sous la polygamie. Et nous avions, pour des solutions, des justices traditionnelles. On avait des justices traditionnelles. Donc, si nous allons dans les causes, il y a des gens, comme disait monsieur Tiba, qu'il y avait des violences psychologiques. Bon, vous quittez l'Afrique, vous arrivez ici et que vous vous retrouvez maintenant dans cette situation, ben, vous avez un choc de culture à pouvoir effectivement vous adapter. L'adaptabilité ou l'adaptation, c'est un processus. Et je crois que les causes sont déjà très énumérées et nous avons beaucoup de causes. Elles sont culturelles, elles sont traditionnelles et elles sont aussi modernes. Donc, maintenant, le problème, c'est lequel? C'est que nous avons tendance aussi à aller trop vite, à suivre ce que l'on nous enseigne. Pour nous, les Noirs, pour nous, les Congolais de Brazzaville, nous allons tellement loin dans ce qui est adapté au modernisme. Et quand nous avons en nous ce qui nous est intrinsèque, il y a un problème. C'est ça ce qu'on appelle les chocs de culture. Mais moi, je ne fais pas l'apologie. Je sais que la violence conjugale est condamnable. Elle est condamnable. Mais il y a quand même le diagnostic à faire pour que nous allons vers effectivement les solutions. Pour que nous allons comment certaines ne s'adaptent pas, comment d'autres s'adaptent facilement, ainsi de suite. Merci, Jeff. Alors, sur le table, le doyen Tiba va faire la synthèse. On revient sur Alphonsine et Poa, certainement. Alphonsine, une réaction? Alors, je vous écoute tous. Alors, vous parlez de l'adaptation, et pourtant, il y a la violence en France. Et pourtant, il y a des Français qui sont violents. Il y a des Blancs qui sont violents. Peut-être plus violents que les Congolais, hein, certains Congolais. Donc, quand vous parlez de l'adaptation, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous dites que voilà, on s'est éloigné, la famille est loin et qu'on se retrouve dans un pays où on n'a personne. Mais justement, vous êtes dans un autre pays et ce pays, là où vous êtes, le pays est organisé. Donc, on s'adapte. Il y a des structures ici qui écoutent des hommes, qui écoutent des familles, qui écoutent les femmes, les hommes dans le cas de la violence. Il y a bien des structures, justement, quand on est dans des pays développés, on a cet avantage-là d'avoir ces structures-là qui existent. Donc, moi, je ne comprends pas que ce soit un argument pour dire, voilà, le choc des cultures. Mais de quelle culture on parle? De quel choc? Si on sait qu'ici aussi, il y a la violence, c'est pourquoi on encadre par la loi. C'est pourquoi on a mis les structures d'écoute. Ici, il y en a. Donc, quand on arrive et qu'on a ce genre de problème, qu'on est dans un pays développé, on se renseigne, on s'informe. Il y a des structures qui sont à l'écoute des familles, des couples par rapport à ce genre de problèmes ou des conflits familiaux. Donc, alors, c'est ça que je ne comprends pas qu'on me parle de choc de culture. Ça, je n'arrive pas à comprendre cet argument de choc de culture. Parce que la culture, ça signifie que dès le Congo-Brazzaville, on était violent au Congo-Brazzaville et on arrive, on veut continuer à être violent ici. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est ça l'argument, qu'on était déjà violent au Congo et qu'on arrive ici, on veut continuer à être violent. Vous êtes aux solutions, nous on est au diagnostic. Alphonsine, je prends un exemple. On donner de solutions. On est en train de parler de. Vous avez parlé de choc. Nous parlons des causes. Les causes. Le choc de culture ne peut pas être un argument dans le sens où il y a aussi la violence ici. Il y a aussi les Français. Est-ce que c'est une cause? Alphonsine, prenons le cas des contributions au foyer. Je vous signale que je vous ai perdu il y a quelques secondes. Là, j'ai dû rater une bonne partie de son intervention. Notamment la contribution au foyer, par exemple. Quand vous prenez... Allô? Oui. Ah, ok. Parlons de... alors, dans certains foyers, c'est un motif de violence. Les quelques perdièmes qu'on donne pour les enfants. Déjà, non, ce n'est pas du tout ça. Parlons des cas des couples qui travaillent, notamment
de la contribution équitable entre les deux parties, de l'homme et de la femme. Ici aux USA, la pratique, c'est de faire que vous veniez avec 50% de contribution et l'homme également fasse la même chose. Mais généralement, nos sœurs, quand elles arrivent en Occident, ont du mal à comprendre cela. Et ça conduit toujours à des perturbations, des problèmes au niveau des foyers. Alors, je peux répondre à ce que tu viens de dire, John Lewis. Alors, par rapport à la contribution de 50-50. Vous ne voulez pas de ça. Souvent, c'est un problème pour vous. Oui, mais je vous dis clairement que je n'ai jamais été pour 50%, 50%. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Laissez-la parler. Pourquoi? Oui, mais c'est moi qui parle. Je ne peux pas être d'accord pour 50%. Et moi-même, je suis d'accord avec ça. Non, mais ce n'est pas possible déjà par rapport à ce que gagne la femme. Donc, vous n'allez pas dire, voilà, la femme qui gagne 500 euros, vous gagnez 1000 euros et que la femme doit faire 50-50 avec vous. Ce n'est pas possible. Donc, ça aussi. Deux, la femme, quand il y a des enfants, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent du foyer, c'est aussi une part, c'est également une participation de la femme. Ah oui, mais il faut le savoir. Donc, un homme, vous voulez à la fois gérer Madame Mikuisa, je vis. Est-ce que tu peux la laisser parler? Permettez-moi, parce qu'il y a des choses qu'il faut rebondir à chaud. Je vis aux États-Unis où j'ai 3 enfants. Lorsque j'ai 3 enfants, mon épouse, si elle travaille le matin, je suis celui qui lave les enfants, je les habille, je les dépose à l'école, je prends soin. Je ne vois pas donc pourquoi est-ce qu'on va dire il n'y a pas de rôle ici. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est pas ce qui est... Non. Je dis les réalités de la France, les réalités malheureusement de la France ne sont pas... En Occident, les réalités sont les mêmes. Non. Nous allons relancer le débat, s'il vous plaît. Parce que M. Martial Boulingui a dit, voilà, moi aussi, je m'occupe des enfants. Mais ça, c'est une organisation. C'est une question de dialogue au foyer. Vous dialoguez. À un moment, Dr. Matsuaka, à un moment, lorsque la culture, la tradition nous arrange, on prend la tradition, on l'utilise pour soi. Parce que c'est exactement cette façon de faire les choses. Que notre culture... Non, notre culture ne dit pas qu'il faut violenter la femme. Il n'y a pas de culture. Dans notre culture, c'est l'homme qui fait tout pour la femme. C'est l'homme qui doit s'occuper de la femme, qui doit tout payer à la maison. La femme, même si elle travaille, son argent pour sa famille. Malheureusement, c'est ça. Est-ce que je peux terminer? Oui, allez-y. Laissons-la terminer. Et on peut demander la parole après, s'il vous plaît. Laissons-la terminer. Martial, il faut respecter la dame. Elle est seule de ce matin. Alors, si on parle de culture, dites-moi au pays, il y a combien de femmes qui payent le loyer? Justement, la culture au pays chez nous, c'est l'homme qui fait tout. Inaudible. Mais justement, je vous ramène à la culture. La culture congolaise veut que c'est l'homme qui fait le loyer, c'est l'homme qui nourrit sa femme. Il faut l'écouter. On revient sur la culture. Oui, parlons-en de cette culture. C'est pas vrai. Mais oui, monsieur. Alors, nous allons... Mais c'est ça la culture. Alphonsine, est-ce qu'on peut donner la parole C'est la fille, on aimerait prendre la parole. Professeur Matsuaka, est-ce qu'on peut prendre le temps d'écouter? Vous l'aurez toujours, cette parole. C'est plutôt la femme qui s'adapte à l'Occident. Voilà, c'est ça en fait. Bon, est-ce que... C'est tout à fait normal. Alphonsine, on va avancer. Je voudrais donner la parole doyen Tsiba, s'il peut l'avoir pour quelques secondes. Je reviendrai à toi. Le doyen Tsiba, est-ce que... pas un motif de violence. Oui. C'est une organisation interne au foyer. Allez-y, doyen, les problèmes de ménage, notamment l'intégration à concilier aux valeurs universelles même des droits humains, notamment comme moyen pour justement éviter ces dérives, ces violences, ces perturbations dans les couples. Oui, alors si vous m'écoutez, ce à quoi on vient d'assister, c'est justement que la grosse problématique, c'est la question du partage.
Non, je ne pense pas. C'est même pas ça. Professeur Matsuaka, vos réactions. Non, mais attendez, je n'ai pas développé. Oui, allez-y. Non, je n'interromps pas. Non, mais quand je dis, c'est la question du partage. Oui. On l'a perdu encore. Bon, est-ce que vous pouvez... on parle de lien, on parle de partage. C'est ça que je veux dire. Parce que tout à l'heure, quand on a convoqué les traditions, c'était pour faire effectivement, Roland, je suis d'accord, c'était pour effectivement faire le diagnostic, de faire le constat. Mais après ce constat, comment on peut avancer dans cette problématique? Qu'est-ce qui amène la violence? Martial, tout à l'heure, a évoqué des problèmes, je dirais même psychopathologiques, il n'a pas dit comme ça. Mais il s'agit parfois de maladies de la relation. C'est les violences conjugales, c'est une maladie d'une société en déliance, en rupture avec elle-même. Si, mais bien sûr, professeur. Je vous vois secouer la tête là. Donc, pour moi, la tradition, bien sûr, mais les relations interhumaines, qui sont des relations universelles, quel que soit le référent culturel, c'est qu'à un moment donné, c'est deux rencontres de deux personnes. Cette rencontre de deux personnes, à un moment donné, elle est sous une voie de garage. On ne s'entend plus, mais chacun veut s'imposer l'un par rapport à l'autre, etc. Il y a un rapport de pouvoir. Mais on a tendance à l'oublier, ça. Et ce rapport de pouvoir, on peut le régler de manière complètement pacifique. Mais qu'est-ce qui pousse à ces pulsions? Pulsions, voilà. Ah, il est parti. Est-ce qui pousse à ces pulsions de violence? Doyen Tiba. Qui dénote d'une faiblesse humaine. Mais c'est Dimitri qui l'aura. Voilà, j'interromps là et puis je vous laisse. Voilà, donc Dimitri, professeur Matsuaka. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas naturel dans la violence, c'est quelque chose de pulsionnel. Oui. C'est pas un contrôle. On ne contrôle rien quand on est violent. Alors, Dimitri, rapidement. Ouais, je vais revenir encore. Je pense que je vais encore soulever un problème qui va blesser. Je veux rentrer directement dans la relation du mariage. Je ne sais pas si ma sœur est mariée. Tu n'as pas besoin à lui poser cette question. Non, parce que je parle d'un problème intime maintenant. Je veux sortir du premier débat. Je veux parler d'un problème intime. Dans les causes même. Mais oui, c'est cela. Il y a le doyen Lombo qui a soulevé le terme de la polygamie chez nous. La polygamie couvre certains facteurs qui entraînent le dysfonctionnement du mariage également. Parce que les lois congolaises permettent la polygamie, l'homme peut avoir 10 femmes et ses sentiments sont résolus sur 10 femmes. Il n'y a pas de violence là. Les sentiments sont résolus sur 10 femmes parce qu'il peut s'échanger les femmes tous les jours. OK? Si nous passons... Pardon, ma soeur, c'est moi qui... Soyez un peu plus précis là, en termes de sentiments. Vous pensez que l'inverse n'est pas valable? Mais voilà, l'inverse, nous repartons sur le choc culturel du transfert de nos connaissances ici à l'étranger. Ici, il n'y a pas la polygamie. Les femmes se sentent libres de défendre leurs droits ici. Je ne condamne pas les femmes là. Les femmes sont libres de défendre leurs droits ici. Je parle maintenant dans un mariage. Certains facteurs qui font qu'il y a un dysfonctionnement dans le mariage qui peut entraîner les violences. Nous parlons du sexe ici. Oui, mais c'est pourquoi je disais que vous ne voyez cet argument de façon unilatérale ou c'est aussi valable pour les hommes eux-mêmes aussi. Donc, ce que je veux expliquer, soutenue. Ouais. Oui, excuse-moi. Ce que je veux expliquer psychologiquement, ça attaque l'homme et la femme. Ce n'est pas seulement l'homme, la femme également. Voici le phénomène. Lorsque la femme a des enfants,
il y a une transformation biologique de son corps. Si l'homme ne comprend pas le fonctionnement de sa femme, ça le pousse à des réactions négatives, comme si la femme le rejetait. Ça peut entraîner ces phénomènes de dysfonctionnement dans le foyer. Et l'homme aussi, à un certain âge, n'est plus productif comme à l'âge jeune. La femme n'est plus satisfaite. Ça peut entraîner des problèmes dans le foyer. Voilà les vrais problèmes que nous avons dans la communauté actuellement. Laissez la violence à côté. J'ai soulevé ce problème culturel. C'est tout simplement pour nous entraîner au fin fond du problème. Parce que si nous ne touchons pas le problème, on ne va pas aider notre communauté. Notre débat d'échange actuellement, c'est ça la communauté congolaise. Et pourquoi on n'avance pas? Nous ne voulons pas écouter le débat et apporter des solutions. Apportons les solutions parce que nous sommes suivis par toute la communauté congolaise. Apportons les solutions. Dimitri, ça ne nous rappelle pas ces fameux mariages à procuration où bon, on n'a pas tellement connu le partenaire et on l'apprend comme ça. Et après... pas pour autant qu'il y avait la violence. Hein. Il y en a eu plein ces mariages où on a épousé... Non, ma soeur, la violence, la violence est un caractère que nous devons tous détruire dans la communauté. Généralement, Alphonsine, dans le cas de certaines de nos sœurs, elles nous arrivent comme ça par bagage, par Éthiopie à nous quoi. Donc le mariage est arrangé et vous ne l'avez pas connu suffisamment. Et quand elle nous arrive, il n'y a rien de mal à cela. On est un peu déçus, hein? Je me pose la question. Bon, professeur Matouaka, Roland avait la parole là, rapidement. Oui, si je peux prendre la parole, j'aimerais que la sœur et moi qu'on soit sur la même longueur d'onde, et avec tous ceux qui sont ici. Ma sœur, nous n'excusons pas ou ne justifions pas la violence. Nous faisons simplement le récit ou la liste de ce qui peut entraîner la violence. On ne veut pas dire que la polygamie justifie la violence, la tradition justifie la violence. On ne dit rien de tout ça. Mais je suis d'accord avec ma sœur que dans un foyer, les 50-50 ne marchent pas. On ne peut pas faire 50% simplement par rapport à comment évolue la société. La société américaine, pour nous qui sommes aux États-Unis, c'est le travail aujourd'hui, demain, tu peux le perdre. Et si chacun doit venir avec 50%, j'imagine votre degré de stress si c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous devez être flexible. Le maître mot dans chaque couple, il doit avoir la flexibilité. Par rapport à la situation du moment, vous dialoguez pour voir comment mener les choses. Maintenant, si la sœur aux États-Unis a la chance que les hommes là-bas ne s'occupent pas des enfants, mon frère Boulingui et moi, on fait tout. De changer les couches jusqu'à laver les enfants, même les porter dans le dos. Les hommes aux États-Unis le font parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Et chez nous, ici, c'est courant. Ce qui est anormal ou peut-être marginal en France, chez nous, ici, c'est normal. Donc, si on veut revenir sur le thème de la violence conjugale, nous, on était en train de faire le diagnostic. C'est pour ça que je parlais d'infidélité. Peut-être Dimitri allait dans les détails en parlant de ce qui se passe dans l'intimité du couple, mais tout ça fait partie de l'infidélité. Et ce que je veux qu'on puisse comprendre, si on ne peut pas mettre le doigt sur les causes, on ne pourra pas apporter les solutions. Donc, je demande à la sœur de pouvoir accepter que ce sont des causes. Elle a parlé des stupéfiants, elle a parlé de l'alcool, elle a parlé du manque d'éducation. Ce sont des causes. Ça ne justifie pas, mais on sait que ces causes-là peuvent entraîner la violence. Maintenant, si on peut mettre le doigt sur ce qui cause la violence, on peut tous ensemble trouver quelles sont les solutions. Donc, c'est le seul récapitulatif que je voulais apporter. Voilà. Donc, avant de passer aux conséquences de ces violences, on va donner la parole à Martial Boulingui et nous ferons une petite transition sur l'expérience des couples hybrides comme tels. Nous avons aussi dans la communauté des gens mariés à des étrangers, hein, et c'est un peu de rapporter ces expériences-là. Alors, Martial Boulingui. Martial a demandé la parole avant. Je rappelle que vous avez quelque chose sur la droite de l'écran que vous appuyez. Donc, vous demandez la main et puis je pourrai vous l'accorder. Merci Jean-Louis. Je voudrais encore dire ceci, qu'aucun homme, un homme équilibré ne peut vouloir
accepter qu'il y ait violence au sein des couples, aussi bien en Afrique, en Europe ou partout dans le monde. On n'épouse pas une femme pour la violenter ou on ne se met pas en couple avec quelqu'un pour violenter la personne. La violence est une réalité. La violence est une pathologie. La société ou les sociétés dans lesquelles nous vivons sont malades de cela. Alors, aujourd'hui, il est plus qu'important de non seulement diagnostiquer, trouver les causes et par la suite jeter des bases pour que cette violence-là ne puisse plus continuer à exister. Il faut aussi comprendre, parce que je voudrais revenir, ou bien je suis en train de m'accentuer sur la réalité congolaise, tout simplement parce que nous sommes d'abord et avant tout pour moi. Je poursuis, mais ça va être compliqué d'intervenir. Est-ce que vous avez un... Allô? Oui, j'ai mon téléphone, hein, mais... Allô? Est-ce que vous me suivez? Donc, oui, on te suit. Allô? J'arrive pas. Tu peux continuer. Jean-Louis? J'arrive pas. Tout à l'heure, j'avais réussi. Je sens que le doyen qui va être en train de... Oui, je voulais... Allô, Jean-Louis? Oui, je vous écoute, allez-y. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je suis toujours en direct? Oui, on t'écoute. Allez-y. Ah, je crois qu'il ne nous entend pas. Oui, voilà. Donc, j'étais en train de dire que la violence, elle est là, elle est permanemment là. Chaque jour, nous la vivons. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de comportements qui font que cette violence-là puisse même s'accentuer. Et ces comportements-là ne sont pas seulement l'apanage de l'homme. Ça peut aussi être le résultat du comportement de la personne avec laquelle on vit. Il y a des femmes aujourd'hui qui poussent à bout les hommes. Il y a aussi des hommes qui n'arrivent pas à se contrôler et arrivent à commettre l'irréparable. Donc, voilà pourquoi il faut comprendre que la femme peut pousser l'homme à faire ce qu'il est en train de faire, le comportement. Parce qu'il y a certaines femmes qui, hier, au pays, n'avaient pas les droits, parce que la loi n'était pas vraiment appliquée comme elle est ici. Une fois qu'elles arrivent ici, elles ont cette possibilité-là de s'exprimer, de s'extérioriser. Alors, on a comme parfois l'impression que c'est une revanche que certaines femmes prennent sur les maris. Et ces maris, lorsqu'ils ne peuvent pas se contenir, peuvent arriver à la violence. Donc, il faut une certaine éducation, non seulement de l'homme, mais aussi de la femme, pour que demain, nous puissions avoir des gardes et éviter à ce qu'il y ait violence dans les couples. Alors, nous allons passer aux conséquences. Alors, Alphonsine, allô? Évitez de réécouter le Facebook sur l'antenne, ça nous perturbe énormément. Vous allez écouter après. Martial, évitez de réécouter le Facebook sur le plateau. Alors, Alphonsine, est-ce que tu m'entends là? Oui, moi je vous entends. Voilà, nous allons faire la transition déjà. Est-ce que, d'abord, première question sur le droit fil de ce que Martial vient de dire. Est-ce que vous avez constaté, comme nous, qu'il y a aussi des femmes qui subtilement créent des situations pour justement pousser les gens au divorce? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, une question qui se pose à tout le monde ici. Est-ce qu'il y a une nuance qu'on peut faire avec les gens mariés à d'autres nationalités, par exemple? Est-ce que là-bas, ça se passe un peu mieux que dans la communauté congolaise? Alors, la première question, la subtilité des femmes. Pourquoi j'étais en train de vous dire que la violence, c'est question, en fait, c'est selon les causes qu'on vient de citer. Il y a toujours une cause qui pousse, qui pousse à la violence. Donc, généralement, c'est lié aussi à la personne. Hein. Quand c'est vis-à-vis d'une femme, c'est toujours lié à l'homme. Contrairement à ce qu'on pense, moi, j'ai bien connu des couples où c'est un Congolais qui a épousé une Française et qui violente la Française. Hein. Donc ça, vous n'allez pas nous dire, voilà, c'est la femme qui pousse à bout ou... Non, c'est parmi dans ces causes. Justement, dans ces causes. Donc, il faut traiter les causes. Donc, les femmes congolaises, par exemple, ont compris que la vie de célibat est peut-être préférable que la vie de couple, du fait même des avantages que ça vous procure là-bas. Mais quel avantage que ça procure aujourd'hui? C'est fini, ce n'est plus comme à l'époque. La loi a complètement changé, même ici en France. Hein. Ce n'est plus comme avant où, oui, on se bagarrait pour l'argent des enfants, mais ça ne se donne plus comme avant. Tout a été modifié, tout a été baissé. Donc, c'est pourquoi j'ai dit ça, c'est un problème de gestion
du couple, de gestion de la vie familiale. Donc, quand on veut gérer sa vie familiale, je pense que le dialogue est nécessaire tout le temps dans toute activité, dans toute action que vous menez dans votre couple. Maintenant, si vous ne savez pas dialoguer, c'est tout simplement que vous êtes associable. Il y a aussi ça. Il y a des hommes qui ne peuvent pas vivre dans la société avec les autres. Il y a aussi ça parce qu'en eux, ils portent quelque chose qui les empêche de dialoguer avec leurs partenaires. Voilà. Donc, il y a ça aussi parce que quand on parle de l'argent, je pense que là, c'est un dialogue en couple. Comment on utilise l'argent, comment on fait, si on a des comptes communs, comment on gère l'argent. Ça, c'est quelque chose qui se fait par le dialogue et non par la violence. Donc, quelle que soit la discussion qu'il peut y avoir, là où il y a deux personnes qui viennent de cultures différentes, de familles différentes, d'éducations différentes, également, il y a toujours des conflits, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit aller jusqu'à la violence. Donc, si on arrive jusqu'à la violence, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une faille quelque part, Maintenant, quand tu as dit qu'il y a des femmes qui poussent les hommes à être violents, mais je vais vous dire, vraiment, la violence conjugale, ce n'est pas du jour au lendemain que ça arrive. Hein. Ça commence toujours par des mots, par des phrases, par des injures, des insultes, du dénigrement. Ça ne vient pas tout d'un coup, on se met à frapper sa femme. Ça commence toujours, il y a toujours des signes avant-coureurs. Donc, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, quand tu as dit qu'il y a des femmes qui provoquent ça, moi, je dis, peu importe le conflit dans le couple, il y a le dialogue. Il faut dialoguer dans le couple. J'ai même oublié, Alphonsine, qu'il y a des femmes qui aiment bien aussi ça, accepter ces violences et qui se il y a des femmes qui aiment se faire violenter. Se plaisent à les subir aussi. Je n'ai jamais vu. Franchement, je n'ai jamais croisé. C'est-à-dire qu'ils ne dénoncent pas, qui croient être dans une position tout à fait normale, qui ne veulent pas les dénoncer. Doyen Tiba pouvait bien analyser la situation parce que… Les femmes qui veulent la violence. Pas veulent, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas exposer leur mari, par exemple. Ah ben oui, mais ça, c'est qu'il y a un problème, justement. C'est pourquoi je dis où c'est un problème psychologique. C'est par rapport aux raisons, au diagnostic qu'on vient de faire. Donc, s'il y a des femmes qui font de la violence, justement, c'est le même diagnostic. Tout ce qu'on vient de donner comme raison, la drogue, l'alcool, un mal, on se sent soi-même dénigré, un mal de soi, manque de confiance. Il y a plein de choses qui font qu'on devienne violent. Donc ça, il faut traiter justement ce qui pousse à la violence, à cette violence, pour qu'on maîtrise justement cette pulsion. C'est une pulsion. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut passer maintenant aux conséquences de ce phénomène? Doyen Tiba, est-ce que vous pouvez parler sans coupure? Non, mais je crois que ce soir, je renonce. Parce que j'aurais toujours… J'ai beaucoup de coupures. Je préfère ne pas… Voilà. Voilà, donc, alors, professeur Matuaka, les conséquences aux USA, qu'est-ce que vous avez pu observer? Non, Albert Lombo, on ne vous a pas écouté depuis plus de 15 ou 20 minutes déjà. Oh oui. Les conséquences. Merci. Bon, allons aux conséquences. Parce que en amont, quand on parlait des couples qui travaillent, il y a des gens qui sont sortis des couples des gens qui ne travaillaient pas et qu'il n'y avait pas aussi un partage des services aussi au niveau du foyer tel que nous l'avons découvert ici. Moi, personnellement, mon père et ma maman ne travaillaient pas. Ben, je fais fi de ce qu'ils étaient dans le partage des services domestiques. Maintenant, aux conséquences, mais elles sont multiples, elles sont même mortelles. Parce que ici au Texas, nous avons assisté à des conséquences qui ont entraîné la vie à des enfants innocents. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était notre souci à l'époque, quand il y a eu cet incident, nous nous sommes dit qu'il était question que nous cherchions la vérité pourquoi le monsieur a pu pouvoir commettre double meurtre. Ce sont les conséquences, effectivement, des conflits, comment on appelle ça, des menaces dans les foyers. Et il y a des divorces. Je tais les noms, mais j'ai un couple qui est en voie de divorce
simplement parce que madame gagne plus que monsieur, et madame a voulu imprimer sa façon de voir les choses. Et quand même le monsieur cherchait à corriger les enfants, ben, madame appelait la police. Et heureusement que monsieur maîtrisait un peu la langue de l'oncle Sam. Il a dit à la police que bon, mais voilà, écoutez, moi, je corrige mes enfants pour éviter qu'ils prennent des chanvres, qu'ils descendent le pantalon, ainsi de suite. Donc, simplement parce que la femme gagnait plus que monsieur. Vous voyez un peu, donc, il y a beaucoup de conséquences. Ce sont les divorces, ce sont les assassinats et toute autre conséquence. Voilà ce que je peux énumérer dans les conséquences. Ben voilà, alors, Dr. Matsaka, l'histoire de child support et répartition peut-être. Généralement, ici, c'est l'homme qui est toujours lésé. Hein? Oh non, pas. Je connais un exemple où c'est l'homme plutôt qui a assuré la garde des enfants. Non. Ah bon? En général, voici ce qui se passe aux États-Unis. Quand il y a des violences dans le foyer, l'homme va en prison. Si la police intervient, l'homme va en prison. Et s'il continue, on va donner un restraining order. Ça veut dire qu'il ne peut plus se rapprocher de ses enfants et de son épouse. Et si ça continue en s'aggravant, ça va être plus compliqué. Maintenant, si peut-être qu'ils n'ont pas fait appel aux autorités, mais sont allés vers le divorce, ce que nous devons toujours, nous qui parlons ici, nous devons savoir que il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux où les conséquences de ces violences se font sentir. Au premier abord, en dehors de l'épouse ou de l'époux qui est violenté, il y a les enfants qui subissent. Parce que chez nous, on dit souvent, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais tous les spécialistes, tous les psychologues disent que les enfants imitent ce qu'ils voient à la maison. Si papa et maman s'aiment, les enfants voient. Tu ne peux pas dire que j'aime pas ton père, mais toi, demain, tu dois aimer ton mari. Ça va pas marcher. Vous allez voir que souvent, les enfants qui sortent des foyers où il y a ces conflits, même si ça n'a jamais abouti au divorce, mais où il y a des disputes, ils auront tendance à repliquer ces disputes-là dans leur propre foyer parce que c'est le modèle qu'ils ont vu faire. Donc, les enfants agissent par imitation, pas parce qu'on leur enseigne, pas par rapport au grand discours qu'on va faire. Si tu apportes un discours alors que ton comportement est loin de ce que tu fais, l'enfant te trouve hypocrite, même s'il ne te le dit pas, et il va repliquer cela. Maintenant, pour ce qui, en général, des États-Unis, quand vous vous séparez, si la femme a la garde des enfants, et ce qui se passe dans la majorité des cas, le monsieur doit payer quelque chose pour s'assurer que les enfants, on puisse prendre soin d'eux, et ça va jusqu'à, je crois, l'âge de 18 ans, 21 ans dans certains États. Donc, c'est tout autour de 18 ans. Le monsieur paye pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Et il n'a pas le droit de demander comment l'argent est géré et que la dame ne va pas payer sa robe au lieu de nourrir les enfants. Ce n'est pas son problème. Parce qu'évidemment, nous aussi, il y a souvent ces problèmes-là. On apporte l'infidélité dans le foyer, je parle des hommes, et quand des choses tournent mal et qu'on est obligé de payer le child support, si tu vois maintenant ton ancienne épouse, ton ex-épouse sortir avec quelqu'un d'autre, tu dis, oh, je ne vais plus donner l'argent. Mais non, elle sortir avec une autre épouse, ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu as eu des enfants avec l'épouse, tu continues à payer. Même si elle prend l'argent pour emmener le gars au restaurant, ce n'est plus ton problème. Toi, tu accomplis ta tâche parce que c'est ce que la loi te demande. Tu dois payer le child support. Donc, je pense qu'il y a tellement trop de conséquences que même pour certains fois, même quand tu ne seras plus, même quand tu seras mort physiquement, tes enfants vont avoir les répercussions de ce foyer qui a été disloqué ou bien qui a eu des problèmes, même dans leur futur. Et sinon, pas la chance d'avoir des gens pour les aider, pour les conseiller, ou bien aller même voir des psychologues, ça peut même aussi les suivre dans leur foyer. Donc, les conséquences sont souvent plus vastes. Parfois, vous et moi, on ne peut pas mesurer l'étendue. C'est par là que je voulais... Alors, Alphonsine, vous pensez que le fardeau est beaucoup plus assumé par les hommes? Non seulement je me retrouve dans la rue un matin et puis bon, vous avez tous les avantages, mais vous aussi, je crois que vous avez des problèmes qui subviennent après, puisqu'il faut assurer la garde des enfants, comment vous appelez ça, jardin d'enfants, le travail, et ça vous absorbe davantage. Oui, mais John Lewis, les femmes ont des avantages par rapport à quoi? Quand vous vous retrouvez avec plusieurs gosses toutes seules, les avantages, c'est plutôt l'homme qui part, qui est peinard. Il part, il va refaire sa vie,
a la liberté après d'aller prendre une autre maison, d'aller s'installer, refaire sa vie. Et souvent, quand c'est comme ça, ils ne sont pas nombreux à payer la pension alimentaire. Donc ça, il faut le dire. Donc souvent, ici j'étais en prison. Mais ce sont les statistiques, cher monsieur, ce sont les statistiques qui sont là. C'est la femme qui finit par assumer tout seule à la fin. Donc, elle a l'avantage. Albert, attends. Oui, mais moi, ça, c'est mon avis. C'est ce que je suis en train de dire. C'est le constat. C'est le constat, c'est le vécu. En France, certainement, oui. Dans la diaspora congolaise, généralement, c'est la maman qui se retrouve avec 3, 4, 5 gosses toute seule. Donc, déjà ici en Occident, se retrouve avec des enfants toute seule, c'est pas évident. On n'a personne à côté pour nous aider. C'est pas comme au Congo où la famille est autour, où les grands-parents sont à côté, qui peuvent donner un coup de main. Ici, eh bien, la femme doit assumer à la fin toute seule les enfants, surtout si elle a la garde. Tout à fait, ça, c'est un poids pour les femmes. Donc, il n'y a rien de... C'est pas forcément avantageux pour la femme de se retrouver sans le père des enfants. Alphonsine, j'ai reçu une lettre d'un auditeur qui me fait remarquer que généralement chez vous, notamment en France là-bas, ces femmes finissent par s'en débarrasser. Dès que le gosse a 17, 18 ans, il devient encombrant, puisqu'il n'y a à proprement parler plus d'avantages, ce que nous appelons ici bénéfices, liés à sa charge. Alors ça, je n'ai pas vu ça, c'est rare dans le milieu congolais qu'on laisse, qu'on se débarrasse de son enfant. Hein. Moi, je n'en connais pas des cas où, parce que la maman s'est séparée du papa et qui se débarrasse de ses enfants. C'est rare, hein? J'ai jamais rencontré ce genre de cas. Si ça existe, c'est vraiment à la marge. Hein. Voilà, donc, généralement, et puis aujourd'hui, avec la situation actuelle, généralement, les enfants restent plus longtemps à la maison. Donc, j'en connais, moi, des enfants qui ont longtemps qui sont encore chez leurs parents ici, des Congolais, des familles congolaises. Voilà. Marcel Boulingi a demandé la main avant toi. Moi, je veux juste revenir un peu sur les conséquences, parce que les conséquences de violences conjugales sont multiples et parfois très, très graves. Hein. D'abord, il y a des conséquences physiques, parce qu'on peut arriver à tuer, comme ce que nous avions déploré tous au niveau de l'État du Texas, avec la mort de ces innocents enfants qui ont été, en fin de compte, des victimes de tout ce qu'il y avait entre les parents. Et à côté de cela aussi, on peut perdre un membre, la violence peut avoir beaucoup de choses sur le physique de l'homme. Et ce qui m'intéresse le plus, ce qui me concerne le plus, c'est les conséquences que cela peut avoir psychologiquement sur la personne qui est victime de ces violences. Nous avions dit que la femme peut en souffrir toute sa vie parce qu'elle a été violentée, elle peut devenir frigide, elle peut ne plus vouloir avoir des hommes, elle peut. Et si on ne fait pas attention, cet état de choses va la suivre toute sa vie. Donc, c'est quelque chose qu'on doit réellement faire attention pour que cela n'arrive pas. Et les enfants aussi, en vivant dans cet environnement de violence, cet environnement de problèmes, peuvent être marqués à vie et se retrouver avec cette réalité-là tout le long de leur vie. Et ils peuvent aussi devenir demain des véritables bourreaux dans leur futur foyer s'ils sont des hommes et s'ils se marient. Et étant donné, comme l'a dit le professeur Mathiouaka, que les enfants ne sont que des imitateurs de ce que les parents font. Et ayant grandi, ayant vécu dans un univers comme celui-là dans la violence, alors ça peut faire que les enfants puissent être marqués à vie. Il y a aussi des conséquences au niveau de la finance. Alors l'homme qui est en fin de compte le bourreau de ses enfants peut se retrouver en train de payer des child support ou peut se retrouver ruiné parce qu'on a eu beaucoup d'hommes qui ont été ruinés ici parce que lorsqu'on a fait, on a partagé les biens ou tout ce qui s'ensuit, la femme a eu le gros du lot et puis bon, l'homme se retrouve sans rien et presque, comment dirais-je, dépossédé. Alors, il faut donc faire très attention. Et puis, lorsqu'on a été jugé ou condamné pour violence conjugale, cela peut aussi gaspiller votre devenir dans ce pays. Vous ne pouvez plus être capable, parce que c'est des félonies, comme on l'appelle ici, c'est des crimes.
où vous pouvez être facilement accessible au marché de l'emploi. Donc, avant donc de vivre toutes ces situations-là, il faut pleinement réfléchir pour ne pas demain se retrouver clochard, homeless. On en reparle dans la conclusion, Martial. Vous aurez le temps de faire votre synthèse. Alors, professeur Matsouaka, et puis nous reviendrons sur Dimitri. Oh, je voulais simplement rebondir sur un point que la sœur a évoqué, où elle disait que souvent, après le divorce, la femme se retrouve seule à s'occuper des enfants. Je voulais simplement dire que s'il y a des sœurs qui sont dans cette situation aux États-Unis, elles doivent se rapprocher auprès des autorités. L'homme qui est le père des enfants doit prendre soin de ses enfants et doit prendre en charge ses enfants. Je sais que beaucoup d'hommes peut-être n'aimeraient pas ça, mais quand vous avez fait des enfants quelque part, ils n'ont pas demandé d'être là. Messieurs, vous devez être responsables. Madame, allez voir les autorités, on va mettre la main sur lui. Parce qu'aux États-Unis, nous tous nous sommes fichés. Et les social security numbers, si tu commences à travailler et que ton mari est déjà signalé qu'il ne paye pas de child support, dès qu'il commence à travailler, ça va signaler. Et on va couper sur son salaire sans demander son avis. Donc, à moins que l'épouse ne veut rien toucher de l'argent du monsieur, ça, je peux comprendre. Mais si vous êtes dans une situation, vous luttez, vous survivez pour prendre soin des enfants, c'est difficile. Parlez-en aux autorités, ils sauront mettre la main sur lui, sur son salaire, peut-être même pas sur lui, mais sur son salaire, sans son avis, et vous aurez au moins un supplément pour vous occuper de vos enfants. C'est tout ce que je voulais apporter. Voilà, je constate que le docteur... Oui. Si vous me permettez, il y a une chose aussi, il faut le dire, il n'y a pas que l'argent, monsieur, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la présence. Parce que quand la maman se retrouve avec les enfants, ben, il faut que le papa assume son rôle de papa. Il n'y a pas que l'argent, l'argent ne règle pas tout. Je suis d'accord. Je parlais du cas où le monsieur... S'en occuper, les éduquer, c'est aussi, il faut participer à cela. Il n'y a pas que l'argent. Je crois qu'il n'a pas dit le contraire. L'idéal serait que les deux redeviennent des amis, ne serait-ce que pour s'occuper des enfants, de leur éducation, de leur épanouissement, de leur santé, de leur vie, de leur nutrition. Mais nous savons que souvent dans ces pareilles situations, les hommes deviennent démissionnaires, complètement démissionnaires. Parce que l'affection que la maman a sur les enfants, c'est pas forcément la même affection. L'homme peut s'éloigner de ses enfants, même disparaître. Et on voit des mères seules beaucoup. Parce que l'homme peut disparaître et réapparaître quand le fils devient le prochain Ibaka, il va vouloir manger les millions. Mais pendant que la maman souffre avec les enfants, il peut disparaître. Donc, je disais qu'au cas où le monsieur disparaît de la circulation, il y a au moins moyen d'avoir un supplément financier pour pouvoir assurer la pension alimentaire des enfants, en attendant que l'aide des enfants redevienne Ibaka et qui s'amène pour chercher l'argent. Alors, je constate avec plaisir que le docteur Matsouaka n'aura été que l'avocat des femmes pendant toute cette émission. Il a même rejeté la notion du fameux 50-50, Alphonsine. Alors, avec quoi donc, nous allons bientôt conclure là. Est-ce que, non, pas Albert, c'est plutôt Dimitri, je crois qu'il est concentré à faire autre chose. Alors, Dimitri, est-ce que tu nous suis là? Ouais, je sais pas, j'ai deux écrans, c'est pourquoi mes yeux... Bon, alors, Albert Lombo, tu perds ton tour. Albert Lombo. Oh, comment je perds mon tour là? Allez-y. Oui, mais ce que je voulais ajouter, c'est tout simplement ce phénomène affecte les femmes et les hommes. Les femmes ici aux États-Unis qui laissent les enfants, ce sont les femmes qui sont plus influencées par la drogue. Puisqu'ils sont dans la drogue, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Pour ceux qui connaissent Dr. Phil, il y a des émissions psychologiques ici qui résout ce genre de problème. Les femmes abandonnent les enfants et s'en vont. Et c'est les hommes qui ont la charge des enfants dans ces conditions-là. Il y a également des arrangements économiques où ce que les deux couples trouvent qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble suite à tout ce genre de problèmes que nous avons tous énumérés ici, décident tous ensemble sur l'éducation des enfants. Qu'est-ce que nous devons faire pour notre lien commun, les enfants? Ils investissent pour l'éducation des enfants et sans violence, chacun prend sa route et va refaire sa vie. C'est amener l'information dans la communauté, aider la communauté à comment nous pouvons résoudre ces problèmes. Et si nous repartons au Congo, parce qu'il y a ce problème-là aussi au Congo,
Il y a des enfants au Congo qui sont affectés par ce phénomène. Il y a aussi les divorces au Congo. Les enfants sont élevés par les oncles et nous connaissons comment ils sont élevés dans ces familles-là. Parfois, ils sont utilisés comme des domestiques. Ils doivent étudier, ils doivent aller puiser l'eau, ils doivent faire tous les travaux. Psychologiquement, quand ces enfants grandissent, ils grandissent avec un comportement différent. Ce sujet est très large et je ne pense pas, avec ces 1 heure d'émission, nous pourrons l'achever facilement. Mais je m'arrête là pour l'instant. Alors, donc nous allons conclure. Bon, j'aurais voulu donner la parole à M. Tsiba. Est-ce que vous pouvez la prendre là? Rapidement. Oui. Tout ce qu'on a dit, on a oublié la question de médiation familiale. Je crois que le professeur Roland l'a évoqué un peu, avec le recours, voilà. Mais je crois qu'à un moment... Voilà, on l'aura compris. Bon, voilà. Alors, nous allons donc conclure avec vous d'abord, Albert Lombo. Non, il est de retour, là. Il est de retour. Il est de retour, allez-y. Il est de retour, mais ça ne marche toujours pas. Alors, on vous écoute. Oui, mais bon, ouais, vous m'avez interrompu. Allô? Non, c'est le micro qui s'est arrêté. Ah, oui, ça coupe, c'est des micros. C'est pour ça que c'est pénible de prendre la parole. Donc, je vais vous laisser poursuivre, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été dites auxquelles je suis d'accord. Et voilà, vous pourrez le faire par écrit au bas de la vidéo à la fin. Alors, okay. Albert Lombo, nous allons donc terminer notre descente avec vous, Albert Lombo. Quelle est la conclusion qui marche pour vous? Comment faire que dans la diaspora ou au Congo, encore que vous n'avez pas voulu insister sur les violences au Congo-Brazzaville, on me rapportait des scènes où des femmes étaient battues dans les foyers et quand elles allaient au commissariat, c'était encore contre elles-mêmes qu'on le faisait. Alors, vous n'avez... Il fallait qu'on en parle. Oui, on n'a pas suffisamment entendu les gens évoquer des situations du Congo-Brazzaville où ces femmes sont sous l'emprise et n'ont pas le droit comme tel de protester ou de revendiquer leurs droits. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas vécu dans un milieu où les problèmes, les violences conjugales étaient réglées au commissariat. Je crois que le mariage, c'est le premier gouvernement, je crois, la première administration au monde. Donc, dans mon expérience, c'est que je crois que les parents utilisaient une violence légale, d'où après on pourrait se retrouver dans le Mbongi, les parents de la femme, les parents du mari, on règle et puis c'était fini. Il y avait des condamnations qui étaient tellement morales, et puis bon, en tout cas, mais moi, dans ma culture, la tradition est que la maison appartient à la femme. Donc, même si c'est l'homme qui a construit la maison appartient à la femme. Mais c'est comme si les hommes, chez moi, utilisaient juste une violence légale, c'est-à-dire que corriger la femme par des coups de chicotte, et ainsi de suite. Donc, au Congo-Brazzaville, je n'ai pas vécu les violences telles que nous les... sent le son d'un petit dictateur, hein? Donc, non, ce n'est pas de la dictature, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu, moi. Hein. Les problèmes étaient réglés en famille, ce n'était pas réglé en justice. Quand bien même dans mon village, les juges non professionnels sont venus après. Donc, je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas vécu, mais au moins, je sais que la femme était respectée et elle est respectée dans ma tradition. Parce que l'homme, c'est l'homme qui coupe les poteaux, qui construit la maison, mais quand il y a un problème, même tes propres parents, même ton propre père vient dire « sors de la maison d'autrui ». L'autrui, c'est la femme. Pourtant, ce n'est pas elle qui a construit la maison. Ça veut dire qu'il y a un respect vis-à-vis de la femme. Parce que, naturellement, la femme est un être faible. Maintenant, dans les conclusions, bon, c'est un sujet quand même tellement large, comme vous avez su le dire, mais pour compléter certaines choses, c'est que nous devons aller, pour ceux qui connaissent mieux la communauté américaine, pour nous qui sommes ici aux États-Unis, les choses sont
obligatoires, elles sont réglées par la loi. Et même les child support là, parfois, c'est quand la femme peut avoir par exemple un enfant quelque part, et quand on lui demande elle dit que le père de l'enfant c'est un tel, et quand on lui dit bon, est-ce qu'il s'en occupe, si la femme dit non, le monsieur doit être convoqué obligatoirement pour le child support. Donc, contre la volonté de la femme, même si la femme a voulu lui protéger. Ça, c'est quand la femme peut vouloir peut-être manger sur toutes les branches. Donc, le problème, c'est que nous concluons en disant que il faudrait bien que nous ayons en nous, donc dans notre communauté, des gens, des personnes qui peuvent conseiller un certain nombre de compatriotes, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ici aux États-Unis, par exemple, ce qui est peut-être bien différent en France, parce que en France, certains peuvent esquiver le paiement des charges qui lui sont exigées au cours en tant que père, en tant que parent. Donc, mais ici, ce n'est pas possible, comme venait de le dire Martial. Donc, on vous suit puisque vous êtes fiché, on vous suit et c'est une obligation pour vous de payer. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter les problèmes en amont. En amont, ça veut dire quoi? Que éduquer nos femmes à ne pas chercher plus, à s'éveiller par l'effort et à bien avoir le dialogue avec les maris. Nous avons beaucoup de problèmes. Tout le monde est stressé, tout le monde travaille, mais il y a quand même le dialogue qu'il faut privilégier. Il y a aussi le respect qu'il faut privilégier. Et surtout, pour ceux qui ont des enfants, ce sont les enfants qui sont victimes, comme on vient de le souligner. Et les enfants sont victimes et ils en porteront toute leur vie. Donc, il faut, entre-temps, éduquer les enfants. Parce que parmi nous, en plus, il y a aussi des femmes qui, souvent, quand ils sont séparés, dressent les enfants contre les maris, ou les maris qui dressent les enfants contre les femmes. Alors, mais la majorité sont les femmes qui dressent les maris contre les enfants contre les maris. Donc, ça, nous ne pouvons pas citer, mais nous avons des exemples qui sont là beaucoup, des mariages qui n'existent plus en France comme ici. Donc, en ce qui me concerne, c'est l'éducation, c'est la formation et l'information que chacun, pour l'intérêt surtout des victimes qui sont les enfants, de pouvoir chercher comment faut-il s'informer pour éviter effectivement ces genres de choses. Albert, nous allons passer, donc nous sommes en train de conclure. Dimitri Poa, Alphonsine, vous aurez la parole en dernier pour que vous fassiez la conclusion générale et vous donner la possibilité de vous étendre sur les aspects que nous aurions effleurés. Est-ce que Dimitri Poa, on peut donc avec Albert Lombo conclure que la vie en couple est meilleure et que la vie privée comme telle, la vie en solitaire est plus dommageable, aussi bien pour les hommes que pour les femmes? Bien sûr. Une minute. Bien sûr, la vie en couple est meilleure, également pour l'éducation des enfants. Personnellement, si j'ai pu avoir cette éducation aujourd'hui, c'est parce que mes parents sont restés ensemble malgré les difficultés. Il y a un phénomène que nous n'avons pas soulevé qui peut aider dans la résolution de nos problèmes dans nos mariages, c'est le problème du spirituel. S'il y a une 3e édition, j'aimerais que des pasteurs soient invités également. Si nous avons des pasteurs qui prêchent sur cela dans nos églises, ça épargnera beaucoup de problèmes. Parce que dans Éphésiens 3, quelque part dans la Bible, ça dit « Hommes, ne provoquez pas vos enfants. » Parce qu'en provoquant les enfants, ça peut soulever la rébellion. Hommes, aimez vos femmes comme vous aimez votre Dieu. Déjà, ces petits phénomènes. Et femmes, l'homme est le chef de la famille. Le respect des lois bibliques permet spirituellement à être flexible. Je sais que la négativité vient des deux côtés. On peut avoir la malchance de tomber sur un homme négatif, violent, qui entraîne des situations dans le foyer,
la femme doit jouer le rôle spirituel à ce moment parce que ça peut être des conséquences que nous appelons dans le monde spirituel démoniaques. Il faut prier pour son homme afin qu'il sorte de ce comportement négatif que nous ne voulons pas. N'oublions pas que la spiritualité a un rôle à jouer dans tout ce que nous faisons. Ramenons la spiritualité dans nos familles. C'est important ça. Prenons le temps de lire la Bible avec nos femmes et nos enfants. Ça va éviter toutes ces influences négatives du dehors et vous aurez des vies parfaites. C'est ce que je vis aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'ai une femme étrangère. Nous savons tous nos problèmes. Nous sommes les mêmes. Nous avons la même chair là. Nous avons tous les mêmes problèmes. Mais spirituellement, avec la parole biblique, notre communauté doit être ensemble. Ce n'est pas seulement la religion qui peut résoudre les problèmes, mais quand on a une communauté soudée, seulement la réflexion en moi, la réflexion sur mon frère Boulingui, regardant comment il mène sa vie, peut me changer. La réflexion sur ma sœur Alphonsine, la manière qu'elle manage sa vie, peut me transformer également. C'est dans la communication, nous avons parlé de cela, la communication avec nos femmes. Nos femmes ne sont pas nos esclaves. Nos femmes sont nos partenaires. Collaborons avec eux de la même manière dans nos professions. Nous collaborons avec nos collègues de travail. Nos femmes, c'est la même chose. Ne dominons pas. La dominance ne résout rien. Alors, c'est suffisant, Dimitri. Merci. On continue le tour. Alors, Martial Boulingui, avant de passer au docteur Matuaka, Martial Boulingui, pendant que cette émission se tient, nous avons des couples qui sont en crise, donc il y a des perturbations, ils ont des problèmes présentement. Quel est le conseil en 1 minute que vous avez pour ces gens-là, ces couples-là en difficulté? Bon, d'abord, je voudrais conclure. Voilà, rapidement, je veux dire ceci. L'homme n'est bon. C'est normalement la société qui corrompt l'homme. Donc, le problème de la violence peut arriver à chacun et à tout le monde si nous ne faisons pas attention. Voilà pourquoi il est plus qu'important, très rapidement, d'imposer le dialogue comme étant la base de chaque relation amoureuse. C'est-à-dire chaque couple devait être le lieu du consensus qui doit créer le consensus. Et à côté de cela, je voudrais aussi donc exhorter chaque homme à considérer sa femme comme lui-même. D'abord, le mariage, c'est entre deux êtres qui doivent se considérer l'un et l'autre comme étant une partie manquante. Et si vous considérez la femme comme une partie de vous-même et que vous vous aimez vous-même, je ne pense pas que vous alliez faire des choses dans le sens de détruire ou de faire du mal à cette personne. Si on s'aime, on ne se fait pas mal. Et avec le dialogue et avec Dieu au centre de la relation, je pense que c'est un cocktail qui marche et qui tient la route. Et à tous ceux qui ont des problèmes aux États-Unis, des problèmes de violence ou des problèmes de mariage, je pense que la solution est l'instauration du dialogue et une dose de spiritualité accompagnée, en fin de compte, de votre premier amour. Parce qu'en vivant ensemble, vous avez d'abord eu un premier amour qui vous a amené à décider à vous mettre ensemble, de vous marier. Donc, lorsque vous avez vos mauvais jours, rappelez-vous de vos premiers amours, de ce que vous avez vécu en premier, et cela pourra vous aider à surpasser tous les problèmes que vous avez. Et pour finir, la violence peut arriver à tout le monde. Ce qui est important, c'est d'en parler, c'est d'en discuter au sein du couple. Voilà, merci. Donc, Dr Matuaka, je rappelle que vous avez des éloges qui vous viennent du public, on dit de vous. Très fier de toi, donc, un vrai Africain avec sa culture bantou dans le sang. Peut-être parce que vous rejetez la fameuse notion de 50-50. Dr Matuaka, est-ce que vous pouvez, dans une conclusion plus ou moins ramassée, épingler les aspects essentiels qui feront que désormais les couples congolais soient un peu plus stables, que l'intégration de nos sœurs qui nous viennent, par exemple, du pays, cette intégration se fasse avec beaucoup plus de souplesse, docteur. Comment concilier justement l'intégration avec la réalité sur le terrain ici? Oui, je vais revenir sur des éléments simples. Les statistiques aux États-Unis, et ça, ce n'est pas les Congolais.
on dit que 50% des mariages finissent dans le divorce. Je répète, 50% des mariages finissent dans le divorce. Donc, pour y parler de 50%, 50%, j'ai trouvé 50% pour vous. Et pour ceux qui se remarient après un premier divorce, le taux de divorce est encore plus élevé. Je pense autour de 60 à 70% pour un second mariage. Donc, quitter son foyer, quitter sa maison n'est pas la solution. Moi, je pense que la solution, comme vient de le dire mes deux frères qui m'ont précédé, c'est le dialogue et la communication. Le dialogue dans un couple, communiquer, partager, discuter. Prenez vos époux et vos épouses comme des partenaires que Dieu a mis ensemble pour que vous puissiez élever vos enfants et vivre ensemble comme des amis, comme des personnes intimes, comme des personnes proches. Parce que ça va vous aider beaucoup. Et pour ceux qui vont à l'église, dans la plupart des églises aux États-Unis, il y a des services et il y a des conseils particuliers pour les couples. Je pense que ça va aider beaucoup. Si vous amenez déjà le problème du point de vue spirituel, si vous partagez la même spiritualité. Et je voulais dire aussi, en termes de statistiques, aux États-Unis même, il est démontré que les couples qui prient ensemble, le taux de divorce est très faible, je crois. C'est autour de 10 à 20% seulement pour les couples qui prient ensemble. Donc, vous avez toutes les raisons de prier ensemble, de penser à votre spiritualité et de vous entraider. Maintenant, au-delà de ces aspects-là, pour ce qui concerne nos frères et sœurs qui sont au Congo, puisqu'on a évoqué les frères et sœurs au Congo, je ne pense pas que la police est la solution. D'abord, en réalité même, dans le fonctionnement de la police, ils ne sont pas obligés de régler les problèmes de couple. Ils peuvent intervenir quand il y a violence conjugale, mais je ne pense pas qu'ils aident assez. Et souvent, malheureusement, chez nous, la police, non pas seulement joue les intervenants, mais ils sont aussi les juges et parfois les exécutants, alors qu'ils n'ont pas les outils et les atouts nécessaires pour arriver à juger et exécuter des sanctions dans les couples. Donc, parfois, la meilleure solution, c'est la justice traditionnelle ou bien au sein de la famille, régler les problèmes au sein de la famille. Mais pour nous qui sommes ici aux États-Unis, le maître mot, c'est le dialogue. Aux États-Unis, malheureusement, il y a les tentations de toutes sortes. Je peux même dire que c'est même multiplié par 100. Celui qui veut mener une vie frivole, il peut la mener facilement aux États-Unis. Mais les conséquences sont très graves. Et donc, nous devons penser aux conséquences, être proactifs, nous mettre à la place de l'autre, à la place de son conjoint. Est-ce que ce que je fais va l'affecter négativement? Et comment ça va l'affecter? Et quelles seront les répercussions? Et comment je vois ma vie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans avec mon épouse et les enfants qui naissent? Ne voyez pas la solution immédiate. Ne voyez pas la satisfaction immédiate parce que vous avez été tenté et vous êtes obligé de faire des choses qui demain, vous allez regretter pour toujours. Réfléchissez, prenez le temps de réfléchir. Instaurez le dialogue dans vos maisons et je pense que cela va nous aider tous. Et que la communauté puisse s'organiser. Que ceux qui sont dans les mêmes villes, dans les mêmes états, s'il vous plaît, retrouvez-vous, organisez-vous, pas pour aller critiquer les foyers des uns des autres, parce que je sais qu'aucun foyer n'est parfait. Si on peut mettre des projecteurs dans vos foyers, je sais qu'il y aura des zones d'ombre et des choses que vous ne voulez pas exposer à tout le monde. Mais retrouvons-nous pour nous encourager, nous soutenir. Le mariage est difficile. Il n'y a pas un manuel d'utilisation qu'on peut lire pour savoir toutes les solutions. C'est difficile. Donc, si nous pouvons nous entraider, ça va aider beaucoup d'entre nous. Et on va faire que, pour ceux qui sont aux États-Unis, que la présence des Congolais soit vraiment visible et qu'elle soit palpable et qu'on ne soit pas ceux qui sont connus pour les violences telles qu'on a vues au Texas. J'en ai terminé. Merci, Dr. Matata. Alors, nous allons conclure avec Alphonsine. Alphonsine, je voudrais que vous interveniez dans votre conclusion sur deux volets. Le premier, dans les limites de la France où vous habitez, quel est le conseil que vous avez justement à ses sœurs et à ses papas? Qu'est-ce qui, pour vous, est la voie magique qui permet de stabiliser les couples en France? Et puis, le deuxième volet, je voudrais que vous insistiez sur le problème des droits humains, notamment au Congo, par exemple, où il n'y a pas de ce que nous appelons ici le 911, qu'on peut appeler la police pour que la femme se protège. Il n'y en a pas. Souvent, la chose se retourne toujours où elles n'ont pratiquement rien à faire pour se protéger. Alors, Alphonsine, quelle est justement la conclusion générale qui marche pour vous et qui rassure? Alors, la première chose, on a soulevé toutes les raisons qui poussent à la violence. Alors, je voulais quand même dire à ces femmes et ces hommes qui subissent la violence d'en parler. C'est surtout d'en parler. Généralement, la violence, ça commence par
la petite claque, la gifle qui part comme ça. Hein. Mais ce n'est pas anodin, c'est un début de quelque chose. Donc, il faut en parler. En parler, pour nous qui sommes en Europe, nous qui sommes en France, il y a des structures qui sont là pour en parler. Hein. Il n'y a pas que s'il n'y a personne de la famille pour vous écouter, vous pouvez justement en couple aller vers ces structures d'écoute hein, qui peuvent vous aider justement pour canaliser certaines choses, pour dialoguer, pour qu'il n'y ait plus la violence. Donc, dès le départ, des mots violents, des dénigrements, c'est déjà un début de violence. Donc, il ne faut pas laisser traîner des choses, il faut en parler. Alors, pour que les choses se passent bien, moi, je pense qu'on a essayé de parler de tradition, mais que fait la loi? Quand on vote, on met des lois, justement, c'est pour atténuer, justement, le mauvais côté parfois de nos traditions. C'est pourquoi on vote une loi qui est universelle à tous, qui doit s'appliquer à tous. Donc, le respect de la loi condamne la violence, donc tout le monde, justement, et la loi s'applique à tout le monde, et tout le monde doit apprendre à respecter la loi qui s'applique dans cette société. Du moins, pour la diaspora, pour ceux qui vivent en Occident, ils savent bien qu'il y a la loi et les conséquences sont là. Quand il y a la violence, on se retrouve en prison et il y a plein de choses, il y a plein de dégâts dans la famille. Alors, donc, il faut faire un effort, aller vers les structures pour des conseils, pour canaliser cette violence, aller vers les spécialistes si, selon les raisons que vous avez qui vous poussent à perdre le contrôle. D'accord, donc c'est ça que je voulais dire. Alors, en ce qui concerne le Congo, la violence faite aux femmes au Congo-Brazzaville, déjà, la loi pour les hommes, déjà que la loi est difficile ne s'applique pas. Alors, vous imaginez bien pour les femmes. Donc, on a bien vu une femme qui est allée dénoncer qui est allée dénoncer son mari et finalement, on a fini par tuer le mari à la police ou à la gendarmerie. On a tous suivi cette situation. Donc, déjà, au Congo-Brazzaville, on a un grand travail à faire. C'est déjà faire respecter la loi. Donc, la loi, la tradition, on a nos traditions, mais on pense ce qui est bien dans la tradition et la loi vient mettre tout le monde d'accord. Donc, la loi est là pour justement dire tel point de notre tradition n'est pas bon, et bien, la loi est là. Donc, la loi est là pour ça, pour que les gens, tout le monde, soient traités de la même façon, qu'il n'y ait pas, sous prétexte de certaines traditions, qu'on peut taper sa femme, qu'on peut violenter son conjoint et qu'on trouve ça normal. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je voulais bien qu'on élargisse, qu'on puisse élargir le débat plus tard sur le Congo-Brazzaville, cette violence, comment gérer cette violence, comment elle est gérée, comment on pense gérer cette violence dans le futur, parce qu'il y a un pan de l'éducation des jeunes qui manque, qui a manqué au Congo pendant plusieurs années. Ça, il faut le dire aussi que c'est important, l'éducation des garçons, l'éducation des filles, c'est très important pour celles qui viennent en Europe aussi. Généralement, chacun vient pour une raison ou une autre. Donc, c'est souvent ces raisons-là aussi qui font que, bon, certaines filles, ça arrive qu'elles se comportent aussi mal et que ça pose des problèmes. Mais c'est pourquoi je dis toujours qu'il faut aller vers les structures qui sont là, qui sont spécialisées, même si on se dit, voilà, ce n'est pas forcément des structures qui maîtrisent nos traditions, mais nous, on peut y aller, en parler, la loi est là, la loi c'est pour tout le monde et on doit s'appuyer sur la loi. Donc la loi condamne la violence, et bien nous condamnons la violence et il faut en parler, il ne faut pas cesser d'en parler pour que ça cesse parce qu'on a vu les conséquences, on a vu les morts et ça, il faut bien que ça cesse, surtout dans notre communauté. Donc c'est néfaste pour la famille, il n'y a pas que la famille du monsieur qui se retrouve en prison, mais il y a la famille de la femme, les enfants qui sont perdus. C'est des situations intolérables. Donc, nous condamnons fermement la violence conjugale sous toutes ses formes et selon toutes ces raisons. Donc, il faut trouver des solutions par rapport à ces raisons. Il faut toujours aller vers les structures qui peuvent nous aider quand ça arrive dans des couples pour éviter justement ces conséquences néfastes que nous avons connues, la mort, la violence. Voilà. Alors, merci donc, Alphonsine, pour cette conclusion exhaustive. Alors, difficile, vous voyez, de cerner de fond en comble, dans tous les recoins, cette problématique
dans les limites d'une émission radio ou de télévision, alors, mais nous avons pu susciter, comme vous le constatez, quelques réflexions dans l'opinion, mais il est constant que la vie, comme on l'a dit ici, en famille, en couple, est préférable à cette vie solitaire et que nous devons tous nous employer à faire respecter ou à respecter et à faire respecter les droits humains, les droits surtout de la femme et des enfants, parce que ce sont les êtres en termes de pourcentage considérés comme les plus faibles. Merci donc à vous qui êtes donc venus participer à cette tribune. J'ai eu des invités qui ont décliné l'offre au dernier moment. Alors, j'avais donc sur ce plateau le doyen Tiba qui a eu des problèmes de micro encore. La radio va s'employer à faire des tests avec vous pour une connexion beaucoup plus fiable et rassurante. Je crois que je vais collaborer à cela. Merci donc à vous, le doyen Tiba. Merci au docteur Matsuaka des USA aussi. USA. Merci Albert Lombo du Texas. Merci à toi, Dimitri Poa. Encore une fois, félicitations pour ta thèse de doctorat. Merci à Alphonsine Mikwiza, brave militante des droits de l'homme de la France, bien sûr. Merci à vous, Martial Boulingui, Chief Bureau Congo Live 11 dans l'État d'Iowa. Moi, c'est Gilles Lewis. Merci encore une fois de plus. Salut à tout le monde et bon week-end à vous. Aux amis connectés sur Facebook, cette émission est la vôtre. Vous pouvez toujours continuer le débat par écrit au bas de la vidéo. Alors, bye bye et bon week-end.